Nous sommes vendredi 28 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Je suis Nefis Adam Sirfo au micro. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler de la cérémonie de mise en œuvre des recommandations et résolutions issues des Assises nationales pour la refondation le mercredi 26 mars 2025. Ensuite, on va parler de l'attaque terroriste dans le village de Fambita, région de Tillabéri, avec un bilan officiel de 44 civils tués, 13 blessés, dont 4 graves pris en charge. Enfin, vous suivrez une analyse sur le déroulement du mois de Ramadan qui tire à sa fin, ainsi que les préparatifs de la fête de l'Eid el-Fitr. Pour en parler, je reçois Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Hafiz. Monsieur Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et le doyen Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir doyen. Bonsoir Nafisa. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le mercredi 26 mars a eu lieu à Niamey la cérémonie de mise en œuvre des recommandations et résolutions issues des Assises nationales pour la refondation, des assises tenues du 15 au 19 février à Niamey. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Chani, a promulgué par décret la charte qui régira la refondation au Niger, lui consacrant le titre de président de la République du Niger. Le président de la République du Niger est le chef de l'État, chef de l'exécutif, chef des armées de l'administration pour une durée de 5 ans modulable. Dans son discours, Abdrahman Chani a souligné l'importance du pardon pour l'avenir du pays. On l'écoute. Je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale, pour la justice et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes que le pardon et la réconciliation auxquels nous appelons ne peuvent s'opposer aux aspirations légitimes des Nigériens à la justice. En ce jour de Laylatul Qadr et fin du mois béni de Ramadan, j'aimerais d'abord vous demander de multiplier les invocations pour que le destin de notre pays soit à la hauteur de nos légitimes aspirations communes. C'était là donc le général de brigade Abdrahman Chani, aujourd'hui président de la République, chef de l'État, chef de l'exécutif et chef des armées de l'administration, donc pour une durée de 5 ans. Je commence avec vous, monsieur Arimi. Quelles sont vos impressions? Écoutez, moi, je retiendrai que l'essentiel des propositions des assises, n'est-ce pas, ont été maintenues, n'est-ce pas, et que les textes, n'est-ce pas, issus de ces assises-là, n'est-ce pas, auront même valeur de constitution, oui. N'est-ce pas? En cela, le président, le chef de l'État est passé aussi, non seulement général d'armée, mais aussi président de la République du Niger. Oui. Bon, c'est vrai que, étant donné que ce n'est pas une constitution aussi en tant que telle, bon, on ne sait pas, est-ce qu'on passe à la 8e République ou qu'on en reste. Cas, ça n'a pas été précisé. L'autre décision qui attire l'attention à l'issue de cette cérémonie, c'est la dissolution des partis politiques. Oui. Je m'attendais pas moi trop à ça, mais devant le fait accompli, on ne peut que constater. Et désormais, autrement dit, on n'a pas de parti politique dans notre pays. Maintenant, on dit que les textes seront publiés et seront valables à partir de leur publication dans le journal officiel. Mais est-ce que automatiquement de nouveaux partis peuvent se mettre à se créer ou on va donner un certain temps, je ne sais pas. Parce que si c'est le cas,
la dissolution, peut-être que ça permettra juste aux partis de se régénérer. C'est ça, de prendre du recul pour bien sûr. Oui, voilà. Mais sinon, est-ce qu'à partir vraiment de la semaine prochaine, quelqu'un peut déposer son dossier pour être... pour avoir un parti, en tout cas, c'est des précisions voilà, tout ça, on ne sait pas. Là, on a parlé de la dissolution, mais on ne dit pas si de nouveaux partis peuvent se créer ou pas. Donc, c'est un certain nombre de... C'est pas très clair à mon sens, mais peut-être que quand les textes seront publiés, qu'on les lira et tout, là, peut-être quand la charte sera prête, en fait, diffusée officiellement à travers le journal officiel, peut-être qu'on saura exactement de quoi il s'agit. Est-ce que le nombre de partis sont limités? Parce que on avait, en ce qu'il semble, une centaine de partis. Effectivement. Voilà, et là, on vient de dissoudre les partis. Bon, est-ce que on va limiter? Et selon quels critères? Donc, beaucoup de non-dits encore. Mais bon, le chef de l'État, le président de la République, a aussi réitéré le pardon, n'est-ce pas, de valoriser le pardon. Vraiment, ça c'est au vu du mois que nous sommes en train de traverser, même si ça tire à sa fin, c'est un message très clair. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, oui, le pardon est nécessaire. On en a besoin. Voilà. Alors, Maimouna Arimi est revenu sur quelques aspects, certaines recommandations qui ont été vraiment prises en compte, notamment la dissolution des différentes partis politiques. Aujourd'hui, selon vous, quel avenir pour le Niger après la mise en œuvre de certaines recommandations? C'est aussi une question ou des questions qu'on se pose dans un pays qui se veut république, où le président, le chef de l'État devient président de la République. Après les 5 ans, on se demande, est-ce qu'il y aura des partis politiques? Est-ce qu'on va tendre vers la démocratie encore une fois de plus? Ou quel serait le système qui sera envisagé, en tout cas pour conduire le Niger? Il y a autant de questions qu'on se pose parce que, en fait, ceux qui avaient pris les recommandations, qui avaient en fait donné les résolutions et les recommandations, avaient parlé d'une charte des partis politiques, une nouvelle charte, la création d'une nouvelle charte des partis politiques. Mais là, on a comme l'impression quand il a pris la décision de dissoudre les partis politiques, il n'y avait pas eu, en fait, il n'avait pas parlé de la charte des partis politiques. Est-ce que les partis politiques, est-ce qu'il y aura une nouvelle... C'est une charte qui régira la refondation, peut-être, du Niger. Donc, la question des partis politiques, voilà. Évidemment, on pourrait... Et il y a aussi des certains points qui n'ont pas été évoqués. Il a seulement évoqué l'essentiel. L'essentiel de ce que les Nigériens, une partie des Nigériens, parce qu'on ne peut pas dire que tous les Nigériens sont unanimes, sur cette position de dissoudre d'abord les partis politiques et également ce qui a été peut-être applaudi par tous, c'est la libération des prisonniers politiques civilo-militaires. Donc ça a été vraiment un consensus, je me dis, parce que les gens demandaient déjà la libération de ces militaires-là, la libération de ces hommes politiques-là. Certains ont pratiquement fait plus de 12 ou 13 ans en prison et d'autres n'ont fait la prison que 2 ans après le coup d'État. Donc je me dis que il y a beaucoup de choses, de non-dits comme l'a dit Arimi, mais l'essentiel c'est que nous allons observer à partir de la date de la signature qui a été actée et dont la refondation a acté, nous allons essayer de voir l'évolution des choses. Oui, quelles sont vos attentes alors? Nos attentes, il l'a dit, le président de la République l'a dit, qu'il mettra en place une justice sociale. Donc, le pays a besoin de justice sociale. Le pays a besoin de paix, de sécurité pour pouvoir avancer. Tant qu'il n'y a pas la justice sociale, tant qu'il n'y aura pas la sécurité dans un pays, et tant que les gens ne seront pas, en tout cas, soudés, il ne pourra pas atteindre l'objectif dont il veut atteindre. Et là, nous, la seule chose, c'est que
on a dit 5 ans que modulable. 5 ans, oui. Ça veut dire que c'est quoi? On va tenir compte de l'insécurité. Ça veut dire que s'il n'y a pas de régression au niveau de l'insécurité, donc il serait peut-être également reconduit. Nous, ce que nous espérons, c'est que l'insécurité finisse. On le souhaite bien. On le souhaite. Alors, on ne veut pas que ça continue, mais Merci. on veut que ça soit vraiment quelque chose qui soit terminé Alors, dans les 5 ans. Il faut que l'insécurité cesse. Ousseini Issa, doyen, Memouna et Arimi sont revenus sur quelques points au cours de cette mise en œuvre de ces résolutions. Quel autre aspect a retenu votre attention? Bon, ben, je crois qu'ils ont pratiquement dit, oui. en fait, ce qui... C'est les attentes fortes des Nigériens. Oui, D'abord, oui. savoir la transition, là, ça va durer combien? Ou du moins, c'est la refondation. Oui, la durée, on dit de ne plus parler de transition, c'est une refondation. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est déjà quelque chose, en tout cas, qui est une nouveauté pour les Nigériens. Ça, c'était un aspect. Et déjà, avant même que la cérémonie ne se tienne, les gens ont déjà une idée de combien de temps ça va mettre. Maintenant, les gens, certains spéculaient. On est venu y rajouter modulable. Voilà, ça dit modulable, ça veut dire qu'on peut rallonger tout comme on peut raccourcir la durée. Mais dans le cas d'espèce, je ne vois pas en quoi ça va être raccourci. L'autre aspect, ça veut dire que les 20 mois passés, ça n'a rien à voir avec en fait, le processus qui vient de débuter. Et le 26, comment ça s'appelle là, le 26 mars dernier. Mais en réalité, bon, la libération des prisonniers politiques comme civils, pas prisonniers, des détenus, des prévenus et des détenus et des prisonniers, parce qu'il y en a qui ont été jugés, il y en a qui n'ont pas été jugés jusqu'ici. Ça a été unanimement salué et c'était quelque chose que les Nigériens demandaient. Mais comment ça s'appelle là? Les attentes fortes des Nigériens, ça se résume à deux choses. Lesquelles? Deux choses. La première chose, la justice sociale, comme Memoun l'a évoqué. Les gens, le pays a été, le pays a été saigné, le pays est tombé bas à cause du manque de justice sociale. Pendant tout le contexte démocratique, les gens n'avaient pas, parce que la démocratie, par essence, c'est un système qui permet aux citoyens de se retrouver, quelle que soit par ailleurs sa classe, quel que soit par ailleurs, comment dirais-je, on a fait de la démocratie un fonds de commerce. Voilà le véritable problème. Ce n'est pas en soi le système démocratique comme politique qui est mauvais, mais c'est les gens qui étaient censés l'appliquer. On a vu tout dans ce pays-là. On a vu pratiquement des gens qui sortent du néant. Et l'autre aspect, c'est la mauvaise gouvernance. La corruption a pris des ampleurs jamais inégalées dans ce pays. Des gens sont sortis du néant, ils sont devenus des multimilliardaires, des milliardaires. Ils sont là, ils se pavanent. Ils vont d'un parti à l'autre. Il n'y a pas de sanctions. Pendant qu'on demande aux citoyens à la base de cotiser, qui payent les impôts, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès à la santé, en tout cas, ils n'ont pas accès à l'eau, dans certains cas. Tout ça là, il faut pouvoir régler. Alors, en résumé, aujourd'hui, vos souhaits vraiment, c'est que cette justice sociale, cette mauvaise gouvernance soit vraiment... Bien évidemment, c'est l'attente forte des Nigériens, c'est le souhait des Nigériens. Voilà. Parce que ce discours-là, on l'a entendu depuis pratiquement la conférence nationale souveraine, n'est-ce pas? Ça fait aujourd'hui 33 ans ou plus qu'on est dans cette situation-là, où à chaque fois qu'on change de régime, on ramène les mêmes thématiques. Mais malheureusement, c'est dans l'application qu'on se retrouve dans des difficultés parce que tout simplement, les gens ont une conception de la démocratie. Mon parti est arrivé au pouvoir, je mets de côté les Nigériens qui n'ont pas voté pour moi, qu'on appelle opposition, et je travaille avec les gens qui ont voté pour moi et je leur permets de faire tout sur les ressources nationales. Tu parlais d'innovation dans la charte de refondation qui a valeur de constitution. Il a donné quelques exemples d'innovation dans la charte. Il dit que désormais, c'est par référendum qu'on peut admettre une force étrangère, l'implantation d'une force étrangère dans notre pays, n'est-ce pas? C'est un autre Ça, c'est un aspect. Le côté novateur, le seul côté novateur, c'est que c'est un référendum et c'est qu'on va demander aux populations à la base. Leur avis. Ce n'est pas que ça n'existait pas dans l'ancienne constitution. Dans l'ancienne constitution, c'était à l'Assemblée. Mais les conditions, c'est à l'Assemblée qui est la représentation du peuple, c'est à l'Assemblée de décider. On a vu comment ça s'est passé quand il s'est agi et d'amener les forces françaises, américaines et autres. C'était en cachette. C'était en cachette. Ceux qui étaient à l'exécutif considèrent que c'est un bien à eux. Le Niger leur appartient. Ils sont libres de dire à qui. On a même traité des acteurs de la société. Quiconque dit qu'il ne veut pas de Barkhane, il est un allié potentiel des terroristes. On a entendu tout ça dans ce pays-là. Il faut qu'on mette fin à ça. Le taux n'est pas de dire
mais de poser les actes qui montrent que véritablement, on est dans cette lancée-là. Alors, ça, il faut poser les bons... C'est un aspect, je vais revenir sur les autres aspects. La gestion des ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles pour que ça puisse profiter au plus grand nombre, au Niger. Mais même dans l'ancienne constitution, ça a été bien mentionné et avec des détails précis. Où est-ce que ces ressources doivent aller? Mais les gens ont fait fi de ça. Pour se mettre à faire autre chose avec les ressources. Et les citoyens, quand ils revendiquent, quand ils réclament, pour voir clair, on leur dit, vous n'avez rien à voir circuler. Il ne faut pas qu'on dise, on va faire, et qu'au bout du compte, on se retrouve dans la même situation que ce qu'on a connu par le passé. Voilà en fait ce qui nuit à ce pays. Donc, et qui a nuit nous espérons donc nous espérons des bons actes pour une meilleure refondation de ce pays. Nous allons observer une courte pause. Deuxième sujet de ce forum de la presse, le vendredi 21 mars, le village de Fombita Terra Tillabéri a été l'objet d'une attaque terroriste. Selon l'agence nigérienne de presse, les victimes étaient en train d'accomplir la prière de vendredi en ce mois saint de Ramadan. Les terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre avant de systématiquement incendier le marché et les habitants. Le bilan officiel fait état de 44 civils tués, 13 blessés, dont 4 graves pris en charge. Un deuil national de 72 heures a d'ailleurs été décrété par le gouvernement. Alors, Maimouna, comment expliquer un tel acte en plein mois de Ramadan? Oui, cela prouve que le djihadisme dont il parle, c'est plus le djihadisme. Ça prouve que c'est vraiment des terroristes. Parce que celui qui fait le djihadisme, il ne peut pas venir tuer quand même son frère qui se trouve dans une mosquée, qui est sur le point de prier la prière du vendredi. C'est insensé en fait. Mais je sais en fait, le problème c'est que la zone de Mehana, Kokoro et vers Terra, le département de Terra. Donc ça veut dire que en fait le département de Terra, ces populations ont toujours alerté les mouvements de ces terroristes-là. Mais bon, je sais pas, peut-être que ça n'a pas été pris rapidement en compte. Et sinon, la population, à un moment donné, était en train de coopérer. Mais qu'on vienne, parce que c'est le marché, on vient, on tue lâchement, et jusqu'à 44 civils tués. Quand il y a un marché, le marché doit être sécurisé au moins par les militaires, par nos forces de défense et de sécurité. Donc ça veut dire que c'est vers 13h, 14h, lors de la prière que c'est arrivé. Donc, est-ce que ces fidèles musulmans, ces fidèles qui étaient dans la mosquée en train de prier, allaient penser même qu'aujourd'hui des terroristes allaient les tuer? Ce n'est plus du terrorisme, ce n'est plus en fait du djihadisme comme ils ont dit. Moi, j'ai toujours dit que ces gens-là, ils ne tuent pas pour le djihadisme, ils ne tuent pas, en tout cas, ils ne font pas la guerre pour l'islam, comme ils le disent. Mais ils font la guerre contre l'islam. Ils font la guerre contre l'islam. Hussein, un bilan assez lourd aujourd'hui, 44 civils tués. Bien évidemment, c'est un bilan extrêmement lourd. En tout cas, c'est le bilan officiel qui a été donné. Mais d'après d'autres sources, le nombre de morts dépasse ça. Parce que quand ils ont fait l'attaque au niveau de la mosquée, quand ils ont attaqué la mosquée, ils sont allés dans le marché. Ils ont, brûlé les boutiques, ils ont incendié les hangars. Ils ont eu des habitations. Ils ont pratiquement les habitations, ils ont eu le temps vraiment nécessaire pour pouvoir poser tous ces actes-là. C'est un bilan officiel, mais dites-vous bien que ce n'est pas la première fois que la région de Tillabéri connaît ce genre de situation macabre. Un temps, c'était concentré vers Bani Bangou, la région, de l'autre côté de Tillabéri, Bani Bangou, Tonikundi. C'était les localités qui étaient, fortement attaquées, avec des pertes aussi énormes. On a connu Choma Bangou et Zarumdari, où il y a eu plus d'une centaine de morts, n'est-ce pas? Mais je crois que des dispositions ont été prises parce qu'il y a des milices d'autodéfense qui se sont formées dans cette zone-là pour pouvoir assurer la sécurité des populations. Parce qu'à partir du moment où on constate que quand on appelle, quand il y a des attaques, il n'y a pas la promptitude pour venir sauver. Quand on met en place des mécanismes de défense, d'autodéfense, ils vont venir, ils vont réfléchir par deux fois
avant de venir, parce qu'ils savent que ceux-là vers qui ils vont, ils disposent aussi des armes. Bon, ça pose problème, les gens, ça crée une polémique. Les gens disent qu'il ne faut pas mettre des armes entre les mains des civils. On ne met pas des armes entre les mains des civils comme ça. Il y a un encadrement, il y a une formation, il y a des engagements qui doivent être pris. Qui vont. Et puis dans tous les cas, je vois mal comment quelqu'un dont la vie est menacée va retourner l'arme contre ces gens qui viennent. Moi, d'abord les concepts. Quand on parle de terrorisme, dès le départ, j'ai dit ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est des concepts fabriqués par les Blancs. Quand tu parles de djihadisme, qu'est-ce qu'ils savent du djihadisme? Le djihadisme, c'est fini. On n'impose pas la religion. Et d'abord, quelqu'un qui prie, comment tu peux venir tuer délibérément des fidèles musulmans en train de prier un jour de vendredi, brûlés, comme ça, de manière gratuite. Moi, c'est pour ça que j'ai dit une chose, et je l'ai toujours défendu, où que ce soit. J'ai dit les questions de droits de l'homme, là, dans ce contexte-là, on doit pouvoir les mettre entre parenthèses. Ce qu'on prend avec les armes, on ne va pas venir les mettre dans des... Comment ça s'appelle pour la suite des enquêtes. Non, on te cuisine pour avoir le maximum d'informations et on te met au poteau. Quelqu'un qui est venu tuer une dizaine, une vingtaine de personnes, pourquoi l'État va le nourrir et puis après on va le mettre en prison? Alors, et puis un jour il aura l'occasion de sortir. C'est pas la meilleure solution selon Ousseini. Alors vous, Arimi, cette attaque de Fombita qui a un bilan lourd, Ousseini a parlé des milices d'autodéfense qui ont été peut-être créées dans certains villages. Aujourd'hui, vraiment, comment les autorités même doivent redoubler d'efforts face à cette insécurité? Ousseini là parle de pouvoir les cuisiner, mais faudrait-il encore les prendre? C'est ça le problème. Malheureusement, c'est comme on le dit, une guerre asymétrique. On ne sait pas, parce que eux, ils peuvent être en train de préparer leur coup depuis des mois et des mois, n'est-ce pas? C'est de la méchanceté. Il s'agit de détruire. C'est beaucoup plus facile que de construire. Et là où ils sont intervenus à Fambita, moi, je connais Kokoro. C'est vraiment à la frontière avec le Burkina et la frontière avec le Mali aussi n'est pas loin. Bon, on nous a parlé de forces communes d'intervention des 3 pays de l'AES dans la zone, mais apparemment, ce n'est pas effectif. Mais aussi, l'effet de surprise. Il se pourrait que cette attaque qu'ils ont perpétrée, ils l'ont préparée depuis 3 mois, depuis 4 mois. N'est-ce pas? Malheureusement, si les renseignements n'ont pas pu mettre la main là-dessus, ça peut venir à tout moment. Et la capacité de réaction, c'est un autre problème. Parce que dans leur plan, ils peuvent y compris organiser la riposte contre l'appui qui pourrait venir. Puisque généralement, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils provoquent, ils se mettent en embuscade, ils attendent. Et avant d'aller sur le point de là où l'attaque s'est passée, vous êtes attaqué et en plus massacré. Alors les défis donc sont c'est généralement ce qui se passe. C'est très triste, mais c'est vraiment ce qui caractérise le terrorisme. Le terme terrorisme, c'est pour dire qu'il crée la terreur au sein de la population pour pouvoir exercer ce qu'ils ont voulu faire. Malheureusement, oui. Donc là, c'est pas la première fois. Il y en a eu à Bosso, vous vous rappelez. Il y a plusieurs villages qui ont été brûlés, même la nuit. Souvent, ils mettent le feu, comme généralement les habitations sont en paille, et ils encerclent le village. Tout homme qui sort, on l'abat. Alors, cette insécurité est grandissante, donc nos autorités doivent vraiment... Il faut faire extrêmement attention. Malheureusement, il n'y a que nos forces qui peuvent réagir, et peut-être la présence de ces forces-là, il faut vraiment que ça soit encore plus... que ces forces-là soient plus présentes. Voilà. C'est la seule solution. Merci bien. Rapidement, quelques secondes pour lui. Par rapport à ces gens de guerre asymétrique là, il faut faire comme ce que fait le Burkina. Vraiment, parce qu'on sent qu'au Burkina, la force, comment dirais-je, les vecteurs aériens. Et il faut une surveillance maintenue. Parce que c'est une zone où on a dit les motos ne doivent pas circuler. En principe, s'il y a cette surveillance aérienne, on voit les mouvements des motos et on peut anticiper avant qu'ils n'entrent en action quand ils se regroupent. On les bombe pas. Merci bien. Nous
Nous entamons la dernière partie de ce forum débuté le 1er mars 2025. Le Ramadan tire à sa fin un mois de dévotion pendant lequel les prières sont intensifiées, notamment la prière nocturne, le tarawih. La récitation du Coran est également essentielle. Pendant ce mois, les dépenses augmentent car pour la rupture du jeûne, différents plats sont souvent préparés pour ceux qui ont les moyens. Malheureusement, l'on constate souvent une hausse des prix de certains denrées sur le marché. Alors, Arimi, quel est votre constat? Comment s'est passé ou bien comment se passe le Ramadan? Bien qu'on ait à quelques jours. Moi, je pense que les gens sont résilients. Un certain nombre de messages distillés, notamment par les leaders religieux, est passé apparemment. Concernant, par exemple, un des produits parmi les plus prisés, le sucre. Je me rappelle de ce rappel à l'ordre d'un marabout qui disait: écoutez, si les commerçants ne sont pas sensibles à votre problème, n'est-ce pas, à vos capacités d'en acheter, ils n'ont qu'à augmenter le prix s'ils veulent, mais vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Oui. Et d'ailleurs, c'est un produit on le sait aujourd'hui, très nocif pour la santé et particulièrement pour la santé du jeûneur. Et je crois que, contrairement aux années passées, on n'a pas vu beaucoup de cartons de sucre se promener dans des véhicules pour livrer à ci, pour livrer à ça. On n'a pas vu ça tellement. Et ça, moi je pense que c'est une très bonne chose. J'ai constaté aussi que les prix étaient déjà très élevés et de telle sorte que il n'y avait pas moyen, compte tenu des ressources du Nigérien qui se retrouve encore dans une situation de résilience, n'est-ce pas? S'ils augmentaient, ils n'allaient pas vendre. Voilà. Et le riz, j'ai comme l'impression que ça a même un tout petit peu baissé. J'ai constaté jusqu'à avant-hier la disponibilité, par exemple, du riz du Niger. Dans certains points de vente. Donc, c'est cela. Maintenant, aujourd'hui et demain, ce sera certainement le marché de la volaille. De pintade de la volaille. Est-ce que ça va coûter moins cher? Apparemment non, parce qu'on parle déjà de 5 000 pour la pintade, je ne sais pas. 5 000 déjà. Alors vous, Memouna, qui était pratiquement peut-être dans le marché pendant ce mois de Ramadan, quel était votre constat? Bon, pour ce mois de Ramadan, j'ai vu que c'était un peu relax, en fait. Les produits, tu peux en trouver selon ta bourse. Donc, c'était pas comme les années antérieures où il n'y avait pas la possibilité d'acheter quelque chose pour 100 francs. En tout cas, avec pour les 100 francs, légumes, oui, les légumes, pour le jus et tout. Mais cette année, pratiquement, c'est comme si les commerçants ont répondu, en tout cas, à l'appel des leaders religieux et des femmes, des regroupements de femmes. À la veille même du Ramadan, sans vous couper la parole, le ministre du Commerce aussi avait annoncé sur la télévision nationale qu'il a eu des échanges avec les opérateurs économiques. Oui. Peut-être ce message aussi a passé. Parce que vraiment, c'était relax. L'oignon qui, à un moment donné, avait grimpé, le prix avait grimpé, s'était retrouvé vraiment avec un prix où tout le monde pouvait acheter, et il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de bousculade, il n'y avait rien. En tout cas, on sentait que c'était relax, et ça a permis aux jeûneurs quand même de faire le mois dans la tranquillité. Parce que quand tu achètes, tu sais combien tu as dans ta poche et tu sais là où tu dois t'y rendre pour pouvoir te ravitailler. Bon, l'essentiel est fait. Maintenant, c'est les préparatifs de la fête de Ramadan, justement. Avec la volaille, Arimi parle de 5 000 déjà. Déjà, ça fait 5 500. 5 500, voire 6 000 chez d'autres. Donc, c'est ça aussi le problème. Vraiment. Le problème, c'est que chaque année, quand on constate, il n'y a pas cette diminution de pintade, du prix de la pintade, et que les Nigériens aussi, tout le monde veut nécessairement en manger. C'est comme s'il n'y a pas cette idée de varier l'alimentation
en tout cas le jour de la fête. Les gens peuvent en tout cas aller vers le poisson, pourquoi pas. C'est des alternatives, oui. Oui, c'est des alternatives qui sont là, mais est-ce que moi, parce que la pintade, il faut que j'achète la pintade et que le prix est à 5 500. C'est comme une tradition pour les Nigériens, la volaille, le jour de la fête de Ramadan. Je me dis qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a vraiment le poisson qui nous vient de Difa, il y a le poisson qui nous vient ici de Vertilabéry. Mais pourquoi ne pas en profiter? Voilà. Changez seulement votre comportement alimentaire. Alors, Ousseini, Arimi parle d'une résilience des Nigériens pendant ce mois de Ramadan, mais Mouna qui fait le constat de certains prix de produits qui ont été stables. Alors, on est à quelques jours de la fête de Ramadan. Aujourd'hui, comment les Nigériens pourraient bien terminer ce mois et bien fêter le jour de Ramadan, comme l'a proposé avec les alternatives, Mouna? Oh, mais les Nigériens sont dans la résilience depuis le 26 juillet 2023. Parce que tout simplement, à la suite des événements du 26 juillet, on a assisté, comment dirais-je, à des sanctions illégales et sauvages à l'encontre de notre pays, de la part de certains pays voisins. Ça a freiné pratiquement les importations et tout. Mais les Nigériens ont su, comment ça s'appelle aussi, s'adapter. Parce que qu'est-ce que j'appelle par s'adapter? Quand il y a eu cette situation, bon, bien avant la situation, c'était une tradition établie. Chaque année, il y a cette fois-là des maraîchers d'Agadez qui viennent à Niamey avec leurs produits, n'est-ce pas? Cette année, ils sont venus, je crois, en début, quelques jours avant le mois de Carême, et ils sont encore là. Ils n'ont pas fini de vendre parce qu'ils ont promis de rester jusqu'après la fête, n'est-ce pas? Et ça a été un facteur. Il y a aussi quelques foires qui ont été organisées. Il y a eu d'autres foires qui sont venues se greffer de légumes, de fruits et autres, qui sont venus se greffer, comment dirais-je, autour de la principale foire d'Agadez. Ça a contribué grandement à stabiliser. À ce que les prix soient stables. L'inflation, ça a freiné l'inflation. Parce que tu peux te lever, toi, consommateur, tu vas au niveau d'une foire. Si le monsieur ambulant te dit que le kilo de pommes de terre, ça fait 700, tu sais qu'en allant de l'autre côté, tu peux trouver ça à 400. Moins, oui. C'était à 600, maintenant c'est à 400. 400. Alors, à ce moment, c'est déjà des solutions de facilité qui étaient là. Ça a été vraiment, cette année, ça a été souple pour même les petites bourses. Parce qu'à l'époque, il y a des moments où la flambée tomate... Même la tomate, on ne pouvait pas avoir pour 500 francs. Voilà, 500. Alors, les gingembre, tous ces produits-là, tous ces aliments-là, on ne pouvait pas les avoir. Cette année, moi, j'ai dit, c'est le principal facteur qui a contribué à alléger les souffrances des consommateurs. Mais malheureusement, la volaille aujourd'hui... Laisse tomber la volaille. On n'est pas obligé de manger la volaille. Il faut s'adapter. J'ai entendu comment ça s'appelle. Il semble que hier ou c'est aujourd'hui, ça débute. Une foire de volaille. Oui. Et comment ça s'appelle, à l'emplacement de l'ex-petit marché, là, je crois. Il y a même une décision des autorités qui ont fixé le prix de la volaille à 4500 partout. Oui, mais alors, c'est pas le fait de fixer le prix à 4500. Il faut mettre des agents pour surveiller. De vigilance pour surveiller que les gens peuvent toucher. Alors, c'est à vendre ou à laisser. C'est à 4500. Je me rappelle d'ailleurs une fois, je crois que c'était sous le règne du défunt Barry. Moumouni Bourema, le Tchanga, était préfet-maire de la ville de Niamey. Quand ça a commencé à flamber, il a mis les agents dans la ville. Vendeurs de volailles, ils viennent, ils demandent combien ça coûte. Si tu mets le prix, ils te prennent tes volailles, ils vendent au prix qui ont été plafonnés. Ils te donnent ton argent. C'est à 4500 le prix qui est fixé aujourd'hui. Mais on peut maintenir, on peut créer des conditions pour que personne n'aille au-delà. Mais ce qui va se passer encore, c'est quoi la spéculation? On dit foire de volaille. Les gens qui sont en ville là, ils sont capables d'aller acheter pour aller en ville de revendre. Voilà un peu les situations. Nous souhaitons vraiment année à l'approche de fête. Après cette fête, ça va être la fête de Tabaski. Ça va être la même chose. Parce que les gens, ils se disent. Nous souhaitons donc vraiment. Pas obligé de manger alors, on souhaite que les Nigériens puissent vraiment bien terminer ce mois de Ramadan. Les Marocains ne gourgent pas le mouton. Voilà. Que c'est le roi qui va égorger. Qui a pris la décision tout récemment. Alors, nous souhaitons que les Nigériens puissent bien terminer ce mois de Ramadan et bien fêter le jour de l'Eid el-Fitr. Et c'est ici que prend fin ce forum de la presse. Nous remercions à vous, Maimouna Diado, journaliste indépendante, à Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et le doyen Hussein Issa, journaliste indépendant. La technique est assurée par Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous.